Amis du hack, bonsoir, bienvenue dans Les Activistes, votre podcast censé les marines tous les lundis à 18h pour parler de l'actualité du premier et à jamais club de football français. Autour de la table avec moi pour cette émission. Il évoquait ses problèmes d'emploi du temps le samedi, c'est pour ça qu'il est heureux de revoir les matchs le vendredi. Romain, le capitaine d'actu, mettra à la danse ce soir. Salut Romain. Salut à tous. Match du vendredi rimant avec pizza, il est évident qu'il doit s'occuper de notre cas personnel pour l'éliminer. À coup de développer couché, Florian est des nôtres. Salut Florian. Salut à tous. Au sommaire ce soir, sous vos applaudissements, retour sur Grenoble Hack. Activez-vous la rubrique des auditeurs internautes et Coupe de France, un fiasco pour aller plus haut. Cette émission n'est pas la nôtre, c'est la vôtre et nous allons vous le prouver maintenant. Les activistes saison 2, c'est parti et tout de suite, retour sur Grenoble Hack. La montagne. C'était deux bêtes blessées, messieurs, qui se sont affrontés vendredi dernier. Grenoble sorti sans aucun plaisir au niveau à Andrézieux-Boutéon 3-0. Et nous, avec le fiasco que nous avons connu donc à Châtellerault face à Chauvigny, c'était le match de la revanche pour les deux. Et pour le coup, on peut dire que le match de Coupe de France a laissé des traces, beaucoup d'absents côté du Hack. Et du coup, Polo contraint à remanier une fois de plus son équipe avec un système totalement inédit. Florian, à toi l'honneur comme à chaque fois. La composition d'équipe de Paul Le Guen était bien changée par rapport aux semaines précédentes. Et en fonction des éléments qu'il avait à disposition, qu'est-ce que tu en as pensé ? C'est une compo quand même très défensive. Alors on nous a vendu un 3-5-2. On va pas se mentir que c'était plus avec une défense à 5 derrière. Alors après la surprise pour moi c'est quand même Bonnet qui était mis en pointe avec Aliou et Cornet sur les côtés et dans ma tête directement et on le verra dans le match, c'était une permutation permanente entre les trois de devant. Et après au milieu de terrain on change pas Victor et Richardson qui sont là avec des montées de Baldé et de Bourra sur les côtés. C'est en soi assez intéressant. Par contre, déjà qu'offensivement on n'est pas très bon. Quand on part sur une combo comme ça a laissé penser des frayeurs et je me suis dit au début de match, Polo cherche au moins de repartir avec le match nul. Romain, quand on emmène un seul attaquant à Grenoble et qui reste sur le banc de touche pour commencer, est-ce qu'on s'attend à autre chose qu'un 0-0 ? Moi, j'ai bien aimé la compo dans le sens où je trouvais qu'il y avait besoin de renouveler quelque chose, de changer quelque chose. Sur les derniers matchs, on a vu qu'on était attendu et lisible. Donc c'est vrai que ça m'a fait plaisir de voir cette défense à 5 sur les phases défensives avec quand même deux beaux pistons sur les côtés, Bourra, Baldé, ça commence vraiment à faire plaisir. Alors ils ont pas non plus apporté énormément de centres, mais j'ai trouvé qu'ils avaient bien répondu quand même à ce qu'on attendait d'eux dans cette position. Et effectivement, devant, on était un peu perdu. Qui était en pointe, on savait pas trop. Et effectivement, comme l'a dit Florian, c'était une permutation. Il y avait pas de vrai attaquant aligné. On l'a déjà fait l'année dernière, on se souvient, c'était à Caen et ça avait bien marché. Donc finalement, non, sur le papier, je trouvais que ça faisait du bien. Moi, comme je l'ai dit, c'était la surprise du chef non, c'est bien. Ça a pu surprendre aussi l'adversaire, donc c'est très bien. A surpris l'adversaire, mais en tout cas, à notre niveau, on peut dire que les débuts ont été plutôt compliqués parce que dans la première demi-heure, il y a eu une seule tentative en tout et pour tout, ce qui a failli aller au fond, on va le reconnaître. C'est une belle tentative de cornet qui était bien lancée. Mais au-delà de ça, Florian, pendant justement cette première demi-heure, on ne peut pas dire qu'on a été très dangereux et que c'est Grenoble qui plutôt essayait de se racheter auprès de son public. On n'a pas été très dangereux, mais je dirais que Grenoble non plus. Ils ont eu la possession, ça tournait autour de la cage de Fofana. La plus grosse occasion, c'est une transversale, mais le joueur est hors jeu. Après, oui, on connaît nos Havrais, ils aiment bien être derrière, s'appuyer sur une base défensive assez solide. Franchement, l'action de Cornet, je l'ai trouvé magnifique. La vista, alors je me souviens pas qui fait la passe, mais Cornet qui voit un espace au milieu, c'est quand même ahurissant qu'il y ait autant d'espace. Il a failli, et il a même d'ailleurs dépassé son vis-à-vis. La frappe, en bout de course, peut-être un petit peu un manque d'énergie. Après, une belle parade de Maubleu. Et franchement, quand j'ai vu ça, je me suis dit, oui, c'était peut-être une bonne idée parce qu'en plus là, Cornet était dans l'axe, donc ça
Ça a bien joué permutation avec Alioui et Bonnet. Donc pour un début de rencontre, on va pas se mentir, on n'était pas serein, mais je voyais pas non plus Grenoble super dangereux. Fofana n'a pas été énormément inquiété sur ce début de rencontre. Non, il y a pas vraiment de dangerosité du côté de Grenoble. C'était surtout peut-être pour insister sur le fait que de notre côté, il y avait quand même eu peu d'action et ça s'est un peu accéléré sur la fin, Romain. On voit justement qu'il y a eu un bon centre pour Bonnet de Cornet qui a été contré par Neri. Et on arrive enfin en fin de période, alors qu'on ne le voit pas venir. Richardson qui récupère un ballon côté droit. Je crois que d'ailleurs c'est sur Loïc Nestor qui le récupère. Il renverse pour Bonnet sur l'aile gauche. Et étant donné qu'il n'y a pas de Jamal, bah, il va s'obtenir son penalty tout seul comme un grand sur un centre contré par Gaspard. Ouais, c'est ça. Bah, pour répondre à Florian, c'est le Cal qui trouve Cornet en profondeur. Très belle passe d'ailleurs, et puis le très bel appel de Cornet évidemment. Moi j'ai trouvé que effectivement sur les 10 premières minutes, on était, c'est pas qu'on n'était pas là, c'est qu'on subissait, mais on cherchait aussi à peut-être ça. C'était peut-être la tactique qui a été mise en place. Au bout de 24 minutes, on avait que 29% de possession de balle. Alors j'ai pas dit que la possession de balle fait qu'on allait gagner, mais je pense que c'était vraiment ce qui était recherché pour le coup, de subir un peu comme ça, de faire le dos rond. Avant de procéder en contre, en fait, on a voulu fonctionner comme s'il y avait Jamal Thierry sur le terrain, mais sans Jamal Thierry. C'est-à-dire se projeter assez rapidement vers l'avant sur une seule passe, comme l'a fait le Cal avec Cornet. Donc ça a pas fait mouche, mais c'est vrai que vu l'opposition, le manque d'opposition, ça aurait très bien pu faire mouche dans cette position-là. Et effectivement, Bonnet qui comme un grand, qui va chercher tout seul son penalty, enfin en tout cas qui le transforme. Et sur une faute de main, bon, on peut toujours discuter. Franchement, on peut revoir l'action, on peut toujours discuter ce genre de penalty. Mais c'est vrai que moi, c'est ce que j'ai dit à la mi-temps. C'est un mini hold-up quand même, mais je prends. Même si Grenoble n'a pas été dangereux, parce que parlons-en de Grenoble, franchement, ça fait. Enfin, je voudrais pas être supporter du Grenoble en ce moment avec cette équipe-là, enfin par rapport à ce qu'ils ont montré face au Hack. Mais ouais, on rentre à 1-0 à la mi-temps. C'est mitigé. Sur les quelques actions qu'on a eues, c'était quand même vraiment pas mal et ça a juste pas fait mouche. Donc, est-ce qu'on mérite? Ouais, presque, hein, presque. En tout cas, on est un peu spécialiste. C'est ce but-là qui fait très mal. Et on rentre au vestiaire justement avec cet avantage. Par contre, c'est pas du tout la même au retour des vestiaires où on accélère. On presse un petit peu sur l'accélérateur. Et on est à deux doigts aussi de rapidement ouvrir le score, doubler la mise plutôt en deuxième période. À nouveau avec Bonnet qui est à la réception d'un centre de Baldé qui initialement était plutôt prévu pour Cornet, frappe qui finit dans le petit filet. On se dit que ça redémarre bien, ça démarre mieux. Et Florian, on va peut-être ne pas voir les errements qu'on a eus face à Amiens. J'ai beaucoup aimé le début de seconde période, ça a bien combiné devant. Il y a souvent des phases comme ça sur les matchs du Hack, ça dure pas longtemps, c'est peut-être 15-20 minutes où ça joue, ça combine, et après sur la distance, ça a du mal à tenir. Sur ce début de seconde mi-temps, c'était assez plaisant. Après, on verra que ça a du mal à se décanter. J'ai une pensée aussi pour Fernand, qui le pauvre enfin, j'ai pas envie de dire une action anodine, se blesse. J'espère que c'est pas trop grave, mais vu l'action, il se blesse tout seul. Ouais, c'est une reprise Ouais, d'appui comme ça. je pense qu'il a bien rechuté, moi. Ouais. Ouais, Ouais, espérons que ça soit pas trop grave. On va, Mm. on va être aux nouvelles de ce qui se passe. Mais toi, tu t'y connais un peu mieux que nous physiquement, mais une reprise d'appui comme ça peut faire mal. ouais, et à mon avis, en plus, je crois que c'est derrière la cuisse déjà qu'il était strappé. Alors, je sais pas si c'est la même, mais les caméras d'Amazon ont bien insisté sur le strap. Donc ouais, c'est un coup dur, et je vous avoue que quand j'ai vu le changement, moi je connais, c'est pas Aristide Wam. Je me suis dit, c'est même pas une question de niveau, je me suis dit une base Gibo, Mayembo qui était très solide avec des latéraux très forts. Changer ce joueur au milieu, peut-être qu'il a pas les bases. En plus de ce que j'ai entendu, c'était son troisième match qu'il n'avait pas fait en Ligue 2. J'étais un peu inquiet. Sur les premières phases, je vois il y va pas trop, donc ça laisse un peu une action pour Grenoble. Et au fur et à mesure du temps, il a pris ses marques et il s'en est plutôt bien sorti. Donc c'est à voir. Donc, de ce que j'ai entendu, c'est pas vraiment son poste, mais il a bien dépanné sur ce match, et Sanganté aussi, il faut dire qu'il avait fait toute la défense. Hein,
Ils ont fait un bon match. J'ai même trouvé d'ailleurs que Fofana, sur ce match, il a pas eu grand-chose à faire. Et pour une fois, il a pu un peu se reposer. Enfin, c'est vite dit, parce qu'il a quand même eu des petites interventions, mais moins que d'habitude. C'était des prises de centre, des choses quand même relativement simples pour lui. Dans la continuité justement de la blessure de Féfé, on a continué à avoir des occasions. Il y avait des bons contres, surtout qui ont été faits. À la 66e, Alioui qui conclut un contre qui était bien mené par Cornet, lancé au milieu, mais là c'est Maubleu qui arrête. Et à nouveau, 6 minutes plus tard, encore un bon contre ou lancé par Bonnet qui décale Cornet à droite, qui remet sans contrôle pour Richardson la passe sans contrôle de Cornet. C'était merveilleux. Et Richardson qui au final va trop enrouler son ballon à vouloir utiliser son pied gauche. C'était un peu dommage. On a bien cru au break et arrive plutôt vers la fin. 86e, donc le moment où on a commencé à souffler un peu. Gibaud au coup franc au niveau de la médiane. Richardson qui fait un joli petit appel. Si vous avez moyen de le revoir, regardez Richardson tout seul qui va tranquillement partir de son milieu pour aller dans la surface, récupérer le ballon tout seul, tranquille. Là, à nouveau, frappe sur Maubleu et la défense grenobloise qui réussit pas à se dégager comme il faut et Alioui, Romain, qui va nous faire souffler en marquant ras de poteau sur une demi-volée. On est content pour Nabil parce que franchement, il a besoin de prendre des piqûres de confiance en haute dose pour espérer récupérer un niveau qu'on espère voir de lui. Et on peut dire qu'avec ce but, c'est déjà très bien, ça va dans le bon sens. Ouais, c'est ça, mais au-delà du break qu'on a enfin réussi à faire, c'est effectivement l'attitude des joueurs quand ils sont revenus en deuxième mi-temps, où on a décidé de continuer à appuyer sur l'accélérateur dans la lignée de la fin de première mi-temps. Et ça fait du bien parce que voilà, on sait très bien qu'à 1-0, on tient pas. On l'a déjà vécu plein de fois cette saison et d'autres saisons. Il faut continuer, il faut appuyer, surtout qu'on était face à encore une fois un Grenoble qui n'a rien, absolument rien montré, qui était quasiment hors jeu sur toutes ces actions, ou qui faisait des balles en cloche captées par Fofana. Donc voilà, il y avait la place, il fallait absolument appuyer comme ils ont fait. Je voulais revenir aussi rapidement sur la défense. Florian en a parlé, on a touché 2 mots, mais faut vraiment tirer notre chapeau à cette défense après la sortie de Mayembo. Je veux dire, on enlève Gibaud, les gamins ils ont 20 ans quoi. Donc il y a Gibaud au milieu qui contrôlait des gamins de 20 ans sur les côtés. C'est juste exceptionnel aussi ce qu'ils ont fait en plein milieu du match comme ça pour le jeune Wam la rentrée. C'est vraiment c'était parfait. Sans ganter, chaque fois qu'on lui demande d'être là, il répond présent. Franchement, ça assure pour la suite pour le club. C'est génial. Et puis bah oui, pour Nabil, tant mieux. Parce que malgré tout, il a pas super bien exploité certains ballons durant cette seconde période. Il y a certains ballons, il a fait des mauvais choix. Il a voulu, enfin voilà, il a fait des mauvais choix. Il y avait des appels un peu plus faciles pour exploiter les contres. Donc du coup là, il trouve le but en toute fin de match et ça fait du bien pour lui. J'espère que la confiance va revenir. C'est vrai que ça allait très vite avec les joueurs qu'on avait devant. Ça allait très très vite. Voilà, on a procédé par contre, c'était la tactique du soir, ça a fonctionné et tant mieux. Je pense que tu vas revenir sur le petit bémol de fin match juste après, mais on a bien fait de faire le break. Oui, il était temps, c'est ce que j'allais dire. À 90e, de toute façon, t'as Papi Mnouba et Nolan Mbemba qui remplacent Alioui et Bonnet parce que tu penses quand même qu'à 2-0, là, t'es là comme ça, t'es tranquille. Et Fofana qui se dirigeait tout doucement vers sa 10e cage inviolée de la saison, malheureusement, n'a pas eu la main assez ferme sur une belle frappe de David Hennen à la 92e qui croise pas mal, mais c'est plus combiné aussi à la force et une main, comme on a dit, un peu faible de Yaya. Et on a été malheureusement capable de se faire très peur encore pendant 2 minutes, alors qu'on aurait pu être tranquillement sur le chemin des vestiaires avec nos claquettes. Et ça n'empêchera pas la victoire du Hack. Belle victoire quand même dans l'ensemble. Au final, si à la mi-temps on avait peut-être encore quelques doutes, au final sur l'ensemble du match, il y a vraiment rien à redire. Je suis d'accord avec toi sur le fait que j'aimerais pas être supporter grenoblois parce que il y a quand même des faiblesses chez eux qui sont un peu problématiques, mais c'est pas notre problème. Et au vu des résultats de la soirée de vendredi, autant à la mi-temps on se disait qu'on faisait une très bonne affaire, et à la fin du match on est d'autant plus content que nos adversaires directs eux ont réussi à gagner aussi en deuxième période et il aurait
été dommage de devoir concéder un trou. Nous restons collés au peloton de tête 6e avec 29 points. C'est plutôt pas mal, messieurs. Une bonne soirée après la claque reçue le week-end dernier en Coupe de France. Ouais, et surtout, faut retenir une petite stat. Alors, elle a certes pas de valeur vu le match de Grenoble, mais Grenoble était la 5e meilleure équipe à domicile cette saison. C'est une équipe qui joue très bien chez elle et qui est dernière à l'extérieur, donc c'était pas forcément gagné d'avance. Et en plus, comme souvent François Manoury a rappelé la stat, on n'avait pas gagné depuis la saison 2007-2008, quoi. Donc c'est pas une équipe qui nous réussit de base. Donc ouais, non, c'est plutôt cool. Après, j'aime bien l'encenser pendant chaque émission. Là, Amir, va falloir travailler les face-à-face devant le but, hein. Parce qu'il en joue quand même 2. Bon, le deuxième, il a de la chance, Alioui marque derrière. Mais le premier, déjà, où il est tout seul, c'est dur. Ça se voit que c'est pas un attaquant. Mais bon, vu qu'il fait beaucoup de taf au milieu, je lui en tiens pas rigueur et en plus là, on prend les points. Mais attention à l'avenir parce que nous qui avons du mal offensivement, si on peut avoir des occasions très franches comme on a eu hier qui peuvent se concrétiser et se mettre à l'abri très tôt, ça serait cool. Ouais, et pour rien vous cacher, j'en ai discuté avec François Manoury la semaine qui précédait le match, et on parlait du nombre différent de buteurs au sein de l'effectif du HAC. Il en a parlé aussi à l'antenne pendant le match. Et effectivement, on revenait sur le cas le Cal et Richardson. Et c'est vrai que ces deux joueurs-là, quand on voit que Victor Lecal n'a marqué qu'un seul but, et c'était sur penalty, c'est François qui me le faisait justement remarquer. Quand on voit que ces deux joueurs-là, comme Amir, se créent des occasions. Effectivement, comme vient de le dire Florian, c'est super important maintenant qu'on arrive à mettre ces occasions au fond avec ce type de joueur, ce type de profil, parce que ça fait toujours une corde à notre arc supplémentaire. Donc il va falloir effectivement travailler devant le but. C'est surtout que ce type de profil aussi, de par la position, c'est surtout des frappes à plus de 25 mètres, entre 25 et 30 mètres, des belles frappes sèches qu'ils doivent apporter. C'est la solution justement quand c'est bloqué devant de pouvoir frapper un peu comme ça. Ce que peut faire un Pasqui à l'occasion. Hein. Pasqui, on voit bien dans la position qu'occupait celle-là, de temps en temps, il te mettait un pétard à 25 ou 30 mètres parce que les attaquants et tous les offensifs étaient suffisamment hauts et fixaient la défense et ça libérait. Est-ce que Victor ou Amir ont ce type de frappe? Je sais pas. On n'a pas eu trop l'occasion de les voir. Pour Amir, effectivement, on sait qu'avec sa technique, il va falloir juste travailler la finition en conditions réelles, et il est capable d'amener 3 ou 4 buts dans la saison qui font du bien. Mais un Pasqui ou un bonnet, ça porte bonheur. Donc moi, maintenant, je demande dans le 11 un Pasqui ou un bonnet. Alors attends, D'accord. tu es en train de dire que tu demandes un Pasqui dans le 11. Voilà, Ah, mais c'est le porte-bonheur, on peut pas faire autrement. ça a changé l'émission, dis donc. Ouais, t'en fais partie aussi, attention, à toi aussi, t'es dans la... Oui, t'es dans la... mais j'ai rien dit sur Pasqui. Mais c'est vrai que Bonnet, par contre, ce niveau expérience vice, en fin de match, là, il va trouver une petite faute à 2 minutes de la fin. Franchement, non, c'est le genre de joueur qu'on a besoin dans les moments un peu difficiles. Et ça fait plaisir, il a fait un très bon match. Il le prouve encore, ouais, tout à fait. Et puis de toute façon, avoir un bonnet dans le congélateur du Stade des Glaces en décembre le soir, c'est toujours plus rassurant, on se tient au chaud comme ça. En tout cas, messieurs, je pense que nous en avons terminé, mais il y en a d'autres qui ont des choses à dire sur la rencontre. Romain, ça va être à toi. Activez-vous, c'est parti. Après l'humiliation, c'était la rédemption. Et est-ce que les réseaux sociaux ont été bienveillants vis-à-vis du HAC? Alors, je vais d'abord revenir un petit peu sur cette Coupe de France avec un petit message d'un internaute nommé Isoka en rapport donc avec le match à Châtellerault, qui dit: la semaine dernière à Châtellerault, donc le 27 novembre, Châtellerault Cap Ferré, un match de National 3. Le 28, donc le lendemain, Chauvigny-Le Havre, 8e tour de Coupe de France, le lendemain. Et dans 3 semaines, qu'est-ce qui va se passer à Valenciennes? Le 16 décembre, Valenciennes-Strasbourg. Et le 19 décembre, donc 3 jours après, Feigny-Aulnois contre PSG. Et il dit comme ça: j'ai l'impression qu'il y en a certains de vachement choyés en Coupe de France. Ou alors la pelouse du Hainaut est une sacrée fosse à Purin pour avoir besoin de 3 jours de repos. C'est la Coupe de France. Hein. La Coupe de France, je vous rappelle, il y a plusieurs règlements en Coupe de France. Vous avez le règlement Coupe de France qui est fait par la Fédération française de football. Vous avez le règlement qui est fait pour les clubs de Ligue 1. Et vous avez le 3e règlement qui est au-dessus de tous les autres, qui est le règlement spécifique au Paris Saint-Germain.
Donc voilà, voilà. En tout cas, on pourra demander son avis d'ailleurs à Paul Le Guen s'il nous écoute pour savoir, lui, ancien entraîneur du Paris Saint-Germain, qu'est-ce qu'il pense justement de ce règlement spécifique qui fait que effectivement une pelouse de Ligue 2 a besoin de 3 jours pour récupérer entre 2 matchs de Coupe de France, là où un stade de National 3 peut tout à fait le faire en moins de 24 heures. Je pense qu'effectivement, soit le jardinier de Valenciennes doit être mis à la retraite d'office, soit effectivement on se fout un petit peu de notre gueule. Je vous laisse deviner quel est mon choix. Allez, je passe sur l'analyse d'après-match. Donc, on a Roméo Clos qui dit laborieux en première mi-temps, plus ouvert en seconde. Paul Le Guen essaie de s'adapter au foot moderne et à son effectif. On en plante 2 à l'extérieur sans vrai neuf. C'est pas mal, d'autant que j'aurais pas parié là-dessus. Non, moi non plus. Moi, je pariais, à tout dire, je ne l'ai pas annoncé, mais moi, je pensais qu'on aurait fait un 0-0 en fonction même aussi des résultats des deux autres. C'était, allez, on se rassure tous les deux, on prend pas de but, mais je prends le 2-1 sans problème. Julien Le Cacheur, une victoire qui fait du bien face à une triste équipe de Grenoble. 1. Super bonnet, le mec est increvable. 2. Meilleur match d'Alioui cette saison, et ça j'aimerais bien qu'on en parle. 3. Meilleure seconde période de la saison, pareil. 4. Finalement pas besoin d'attaquant. 5. Décembre va être excitant. Alors, je vais prendre le deuxième, la meilleure de la saison. J'ai trouvé que celle contre Toulouse à domicile était vraiment pas mal. Parce que Toulouse, vu la saison qu'ils font, c'est quand même une grosse équipe. Et on les a vraiment bien poussés. On est revenu au score et on aurait même peut-être pu gagner. Mais ça se débat, hein. Franchement, c'était une bonne deuxième mi-temps, assez solide. Je pense que le fait de se prendre un but en fin de match me fait dire que c'est pas vraiment la meilleure de la saison. Et le meilleur match d'Alioui cette saison, Gilles? Oui, bah, par le fait qu'il marque, et je l'ai trouvé, moi, justement, moins brouillon dans ses choix. Alors, ça m'a peut-être pas marqué, ou peut-être c'était les autres matchs qui m'avaient marqué, par le fait où vraiment, tu voyais que ça soupait à chaque fois. Mais moi, Ali, oui, c'est comme à chaque fois, j'attends confirmation sur la durée. Les éclairs, ça marche, mais par contre, j'attends juste que ce soit beaucoup plus régulier pour vraiment qu'ils puissent s'affirmer sur une aile de l'équipe première. Clément de Le Havre qui dit enfin le 3-5-2 que j'espérais tant, enfin en action. Hâte de revoir ce système avec Touré et Abdoulaba. Et Alioui, excellent dans cette position de neuf, peut-être une bonne association à prévoir avec Thierry ou Boutaïb dans le futur. Ouais, là, il va y avoir de la concurrence. Après, c'est vrai que derrière, avec en piston Bois et Baldé, c'est plutôt intéressant. Notre force est très défensif. C'est très sur la défensive, donc pourquoi pas rajouter un gars. Après, le problème, ça va être la création de vent. Alors hier, on s'en sort en mettant 2 buts. Faudra voir par la suite si c'est possible. Pourquoi pas Alioui dans l'axe avec un joueur, mais du coup, déjà qu'on avait Boutaï, Papi Mnuba et Thierry, là, ça va commencer à faire un petit peu embouteillage. C'est pas plus mal, mais vaut mieux avoir un casse-tête de qui on met que plutôt on te met par défaut. À voir, en fonction peut-être des adversaires. Si c'est une équipe qui est plutôt offensive ou plutôt forte, pourquoi pas procéder en contre avec des joueurs rapides comme ça, ou une équipe en bloc avec un Boutaï. C'est intéressant, ça à réitérer. Et en parlant justement de joueurs devant, l'embouteillage est peut-être pas fini si on lit entre les lignes des interviews de Paul Le Guen. Ça, c'est peut-être quelque chose aussi qui va être à prendre en compte. J'attends, ouais, il faudra voir peut-être effectivement une adaptation à avoir plusieurs systèmes disponibles en fonction de l'adversaire et de notre capacité. Ce qui est bien, c'est qu'on a été capable de s'adapter avec ce qu'on avait et de sortir un jeu qui était pas mauvais vendredi dernier. Donc, faisons confiance à Polo pour ce qu'il a à faire. Il connaît son effectif mieux que nous. Julien Le Cacheur qui avait beaucoup de choses à nous dire après le match. Alexandre Bonnet au hack, tu le sors du placard et le mec répond toujours présent et il nous met une image de Superman. Et puis un tweet que je qualifierais de semi-échec, Julien, je sais que tu nous écoutes. On peut déjà prédire la seconde période entre Grenoble et Le Hack, 89e minute, je t'attends. Je pense qu'il parlait qu'on allait se prendre un but, mais bon, on l'a pris, Julien, le but, mais on a quand même gagné. C'est toujours ça. D'ailleurs, pourquoi on a gagné? Peut-être parce que, comme le dit Thibaut, Polo a récupéré la chatte à Deschamps, en fait. Ouais, c'était pas tant de la chatte, quoi, mais c'est un peu de réussite. Allez, un peu de réussite.
Polo LH, qui justement un autre Polo qui nous dit 3 points de prix à l'extérieur, agréable d'autant plus que c'est plutôt mérité dans l'ensemble, du mieux dans le jeu, surtout en seconde mi-temps, avec quelques occasions, le pied droit, bordel, Amir. Dommage qu'il faille un péno pour décanter la situation et qu'on se fasse peur à la fin. Ouais, c'est ce qu'on disait. C'est dommage de se faire peur sans raison. Il y a tout ce qu'il faut pour pas se faire peur et au final, on va quand même se remettre un petit filet d'eau froide dans le dos jusqu'à la fin. C'est dommage, mais bon, le plus important a été fait. C'est ce que pense aussi Mac Flack. La preuve par l'exemple que faire le dos rond à 1-0 ne suffit pas, mais qu'il faut toujours tenter de faire le break. Oui. Et puis Oui. on avait Augustin Legendre qui était sur place. Et c'est un message un peu aussi pour les joueurs. Content d'avoir pu être en tribune pour cette belle victoire, un déplacement réussi, ça fait un bien fou. Une deuxième période au top. On veut voir ça tous les week-ends. Chers joueurs, vous avez fait un heureux, merci. Ouais, on a vu en fin de match. Merci d'ailleurs Amazon. Parce que souvent on les voit pas trop les fins de match comme ça. Où tous les joueurs ont été voir les supporters, ça a donné du maillot. Les fans étaient contents, ça a bien échangé. J'ai vu Givo échanger avec plusieurs fans. Non, ça fait plaisir ce genre d'image, même si on se doute pas que les joueurs aiment beaucoup ces moments, mais prendre ne serait-ce que 2-3 minutes pour échanger avec des gens qui se donnent, que ce soit financièrement ou émotionnellement pour aller voir le hack, ça fait vraiment plaisir. Ça a toujours été enfin, quelque chose que je comprenais pas, moi justement, c'est que précédemment, c'est que les supporters n'y aillent pas systématiquement dans les bons et dans les mauvais moments. Je veux dire, d'autant plus que là, on les a bien vus sur Amazon, ils étaient à peine une dizaine. Alors c'est sûr, c'est plus facile d'y aller quand il y a une victoire, mais plutôt que de le faire depuis le milieu de terrain ou d'aller ou de pas le faire du tout, ce qui était malheureusement une marque de fabrique il y a quelques années. Tu vas là-bas, tu checkes des mains, tu dis bonjour, et puis c'est ça. Alors ensuite, tu vas dire, ouais, c'est pas Covid. Bon, au moins, tu t'approches, tu dis bonjour. Et faut pas oublier que les Havrais vont peut-être partir. Je sais pas s'ils étaient en avion ou s'ils étaient en car vendredi pour aller au match, mais les autres, ils sont en bagnole, ils sont en train, ils sont de différentes manières possibles et leur seul plaisir, c'est de faire ça. Alors quelqu'un qui prend de son temps, parce que forcément aller à Grenoble quand tu es du Havre, bah, tu sais que tu as perdu une journée complète, tu as posé ta journée de congé ou ça t'a coûté du fric. Franchement, ça coûte pas cher d'être juste poli, quoi. Et enfin, je terminerai avec un tweet que je pense qu'on est à peu près tous dans le même état. Mathieu Gorlegin. Je suis actuellement devant le stade Océane, j'attends que Le Havre Ajaccio commence. On l'est tous comme ça, je pense. Le compte à rebours est lancé. Ah oui, il était lancé dès le coup de sifflet final de Grenoble. Je pense qu'on on est tous, on a tous ça en tête. Vivement le match contre Ajaccio. En tout cas, chers amis auditeurs, nous vous remercions. Vous avez du talent, c'est toujours un plaisir de vous avoir. Nous en avons terminé avec vos commentaires. On est sûr, en tout cas, que la semaine prochaine, ils seront très chauds, très bouillants. Mais pour le moment, on va aborder un sujet un petit peu polémique ou au moins un petit qui va faire parler dans l'émission. Coupe de France, retour sur le fiasco. C'est parti. Après l'élimination piteuse qui a eu lieu face à Chauvigny, se pose un problème de calendrier qui a été fait. Le match de Coupe de France est prévu le 18 décembre en raison d'un rapprochement des fenêtres FIFA fin janvier qui oblige à décaler ce calendrier. Si malheureusement les conditions de l'élimination nous font tous hurler, est-ce que ça ne sera pas un mal pour un bien ? Florian, tu as lancé le débat là pendant qu'on préparait l'émission et tu as dit toi-même, est-ce que justement cette défaite en Coupe de France, ça serait pas un mal pour un bien? Et est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi? Eh bien, on va rendre à César ce qui appartient à César. C'est le commentateur d'Amazon en deuxième période qui a parlé des éliminations des deux équipes et du calendrier à venir du Havre. Donc on sait tous, le prochain match, c'est le 11 contre Ajaccio à domicile. Ensuite, on enchaîne le 21 contre Auxerre chez eux. Ensuite, il y a la petite trêve. Le Havre Sochaux le 8 janvier. Et ensuite, le Paris FC le 15. À savoir qu'on affronte le deuxième, le troisième, le quatrième et le cinquième. Voilà. Pour juste vous donner une idée. Et il y aurait eu 2 matchs de Coupe de France si jamais le Havre
avait gagné les deux matchs qui suivaient et qui se seraient Ouais. intercalés aux alentours de ces dates. Donc, Bref, la un question, calendrier tranquille. Un calendrier Voilà. tranquille, quoi. un calendrier de bas de classement. Et du coup, la question se pose, est-ce que c'est un mal pour un bien? Je pense que chacun a un avis là-dessus qui peut se défendre des deux côtés. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, messieurs. Je sais pas qui va envie de prendre la main sur ce débat. Allez, Romain, je te laisse commencer. Moi, je rebondirai après. Bah, effectivement, forcément, enfin, juste après le coup de sifflet final de Chevigny, on ne peut que être dans la déception. Après, on connaît nos ambitions en coupe, même quand il y avait encore de la Coupe de la Ligue. La déception a duré pas vraiment longtemps quand on est éliminé de Coupe de France. Je veux dire, moi, le lendemain, j'étais déjà tourné vers Grenoble et surtout, ce qui m'inquiétait le plus, encore une fois, c'était le long terme. On n'a pas réussi à marquer contre une Nationale 3 alors qu'on avait une équipe type Ligue 2. C'était plus ces questions-là qui revenaient plutôt que la déception pure d'être éliminé de la Coupe de France. Et maintenant, bah, vous m'avez mis en avant le calendrier jusqu'en janvier. Alors, on en rigolait en préparant l'émission. Moi, je m'étais pas projeté jusqu'en janvier. Moi, je voyais encore Ajaccio et Auxerre. C'était mes deadlines de fin d'année et qui m'inquiètent déjà. Et c'est vrai que bah, du coup, j'ai mis le nez sur le calendrier avec vous, là, grâce à vous. Et c'est vrai que bah, finalement, ouais, je veux pas dire que c'est très bien comme ça, mais ouais, pas loin, hein, pas loin, parce que le championnat, voilà, il est compliqué. On a la chance d'être encore au contact du top 5. De toute façon, on aurait fait quoi? On aurait fait tourner l'équipe parce que vu les équipes qu'on va jouer, il nous faut forcément tous les joueurs possibles de Ligue 2 ou niveau Ligue 2 alignés contre ces équipes-là, obligatoirement. Donc qu'est-ce qu'on aurait fait? Qu'est-ce qu'on aurait fait de ces tours de Coupe de France? Ouais, à mon avis, on les aurait bâclés, je pense. Donc finalement, bah, autant se concentrer et voilà, c'est très bien comme ça. Je suis pas tout à fait d'accord. Moi, je maintiens que il y a il y a les tours que tu joues, l'élimination et la manière dont tu te fais éliminer. Et je pense que si effectivement t'as pas un effectif pléthorique qui te permet justement d'aligner deux équipes complètement différentes entre deux matchs, euh, peut-être que là, en fonction du tirage qu'on aurait eu, on aurait pu avoir un match peut-être un peu plus sympa. Alors certes, oui, t'es en fin d'année, t'es un peu fatigué, t'as Auxerre 3 jours après qui va venir et qui est beaucoup plus important. Moi, je suis pas forcément partisan du fait que c'est un mal pour un bien. Tu te fais éliminer, tu te fais éliminer. Et quand tu te fais éliminer sans gloire, tu te fais éliminer sans gloire. Donc moi je suis pas vraiment d'accord sur ce sujet-là. Pour moi, c'est une grosse baffe qui a été l'élimination au huitième tour. J'aurais aimé voir contre qui on serait tombé au tour suivant. Et après, peut-être essayer de goûter un peu autre chose. Essayer de remplir ce stade Océane aussi par une équipe un peu plus prestigieuse. Voir une équipe d'un niveau encore supérieur à ce qu'on a pu voir cette année en Ligue 2, pour pouvoir jauger un petit peu les jeunes, savoir un peu ce que c'est. On a bien vu Yaya, quel a été le moment fondateur de la saison de Yaya Fofana? C'est quand il joue contre Rennes et qui se trouve et qui fait ces deux erreurs. C'est au contact des meilleurs qu'il a pu préparer cette belle partie de saison. Bah, peut-être que ça aurait fait pareil avec certains joueurs qui étaient un coup en dedans, un coup dehors. Bah, peut-être justement se confronter à des mecs plus forts qu'eux, ça les aurait peut-être endurcis un petit peu. Donc c'est peut-être pas forcément la meilleure des solutions. Alors pour répondre à ta question, Chauvigny vont affronter Chartres. Ouais, mais on sait que c'est pas aussi Ouais, c'est simple pas que comme ça ça, parce mais parce c'est que Alors, par ensuite contre, t'as les groupes que qui auraient été refaits, on sait pas, voilà, c'est pas aussi simple que ah bah oui, maintenant t'as tiré là, t'aurais tiré ça. Non, c'est pas aussi simple que ça. J'aurais juste voulu voir à quoi ça aurait pu être. Moi je trouve que ça aurait été sympa. Et j'ai juste envie, les gars, c'est une fois de plus, tu l'as dit Romain, je me reprends la paternité de ce qu'on m'a dit, sachant que c'est aussi Isoka qu'on a cité dans Activez-vous qui me l'a dit. Le HAC, cette année, n'a pas participé à la Coupe de France. Il a fait les qualifications et il s'est fait sortir au dernier tour de qualification des Coupes de France. Encore une fois, on n'atteint pas les 32e de finale. Et je tiens juste à dire que sur les 30 dernières éditions, c'était une stat qui était sortie. 17 fois, le HAC s'est fait sortir sur les 30 dernières années par une équipe hiérarchiquement inférieure. Ça aussi, ce serait bien de temps en temps de se faire sortir au moins par des équipes de son niveau.
ce serait peut-être pas mal, quoi. Ça fait mal au niveau de la stat et Chauvigny se rajoute à une liste qui est beaucoup trop longue pour les supporters du HAC. Bah, personnellement, quand j'ai vu le calendrier, première réflexion a été de c'est pas plus mal. Parce que de toute façon, en Coupe de France, on fait pas vraiment des choses exceptionnelles. Après, je me dis, on fait Ajaccio. Je pense que le match du 18, on aurait mis une équipe B, je pense, parce que vu le match d'Auxerre juste derrière, avant la trêve, je pense que Polo aurait assuré. Et après, je me dis, ça dépend du tirage, mais tu avais raison sur un point, Gilles. Une équipe comme le HAC qui joue la montée, si elle se frotte, je dis une bêtise, à une équipe genre Lille, peut-être même inférieure, Angers, enfin des équipes comme ça, et que ça Rennes, se un Montpellier, un truc comme ça, voilà, et au moins voir. que ça se fait éliminer au tir au but parce qu'il y a un partout, tout ça et tout. Polo, il aurait pu prendre des bases sur ça pour dire, regardez les gars, vous avez le niveau pour la Ligue 1. Donc c'est tout con, on sait très bien comment ça fonctionne. C'est un match sur un match, tout le monde peut plier tout le monde. Voilà, on s'est pas fait plier, mais la preuve, on a perdu contre Chauvigny. On sait très bien que c'est bien plus que ça et c'est sur la longueur. Mais dans la tête des joueurs, se dire, on a bougé Angers ou je sais pas quoi. Ça aurait pu être un acte fondateur et peut-être que ça aurait pu débloquer certains. Je dis pas, par exemple, un Boutaïb qui marque un but de renard contre une équipe de Ligue 1. Ça va peut-être le mettre en confiance et engendrer ensuite des matchs de meilleure qualité et peut-être un buteur qui se réveille un peu plus. Donc, je suis pas partisan de il faut laisser les matchs parce qu'on sait jamais ce qui peut se passer sur des malentendus, sur une équipe qui se donne, tout ça. Alors après, sur la forme physique, oui, ça débat, mais en finale, pas tant parce que on aurait fait tourner le gardien. Donc Gorgelin aurait joué. En défense, je pense que vu le début de saison qu'ils ont fait, on aurait pu mettre Sanganté et mince, j'ai perdu le Isaac Touré. Voilà, Isaac Touré. Ça aurait pas été déconnant. Il y a que le milieu de terrain où avec Richardson et Lekal, difficile de remplacer. Et devant, comme on l'a évoqué tout à l'heure, on a du Alioui, on a du Cornet, on a du Abdelli, on a du Boutaïb, on a du Papinouba, Thiaré s'il revient. Donc au final, on aurait pu faire tourner en ayant une équipe certes moins bonne que des titulaires, mais qui n'est en soi pas dégueu. Et ça aurait pu aussi impliquer des gens, parce que là, la preuve, il y a Thiaré qui est blessé, mais si il y a Mayembo qui vient de se blesser, par exemple, si jamais l'absence est un peu longue, un petit match de Coupe de France pour mettre un Touré ou un Sanganté qui prennent un peu plus ses marques avec un Gibaud, ça fait pas de mal, ça fait 90 minutes entre guillemets d'entraînement. J'aime pas ce mot-là, mais c'est un peu ça, de prendre des bases supplémentaires. Donc c'est un peu dommage de pas s'appuyer là-dessus, surtout pour l'implication de tout le monde jusqu'à la fin de saison, parce que là on sait tous que Gorgelin, s'il y a part il y a un souci avec Kaya, il sera pas impliqué, que des joueurs qui jouent moins seront moins impliqués, et si jamais ils doivent rentrer en jeu, peut-être que ça pourra pas le faire et que ça pourra créer un déséquilibre et du coup des résultats qui seront à la peine. Et surtout qu'en plus cette année en Coupe de France, comme depuis un moment, il n'y a pas de prolongue. Donc c'est 90 minutes sèches. Donc si par contre on est en train de dire que nos joueurs sont définitivement incapables de jouer au moins de temps en temps 3 matchs dans une semaine, bon, ça fait aussi partie de l'apprentissage de savoir gérer des périodes avec plusieurs matchs dans la semaine. Chers amis auditeurs, nous en avons fini avec la Coupe de France, mais avant de vous dire au revoir, nous voulions aussi vous informer d'une chose. Comme vous avez pu le voir sur les réseaux sociaux, nous avons commencé à lancer des activistes en live. Ça a eu beaucoup de succès. Nous vous remercions de vos retours nombreux à ce sujet. Et vu que l'horaire la semaine prochaine s'y prêtera, nous pourrons sûrement lancer un live donc à 14h, donc 1 heure avant le coup d'envoi de HAC Ajaccio, pour prendre un peu la température à votre sujet. N'hésitez pas à vous connecter et déjà mettre vos rappels pour ce rendez-vous. Romain et moi serons là pour vous accompagner. On partagera vos impressions d'avant-match et la suite, ce sera dans les activistes régulièrement, comme les lundis à 18h. Et c'est fini pour ce soir, nous vous remercions de nous avoir suivis. Pour ne pas manquer nos prochaines émissions, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, laissez-nous un pouce bleu, un commentaire et mettez la cloche afin d'être prévenu dès la sortie des nouveaux épisodes. Nous sommes également disponibles sur toutes les plateformes de podcast. Rejoignez-nous sur Twitter @actu_fr
ainsi que sur notre site actu.fr. Nous vous souhaitons une bonne soirée, à bientôt pour le prochain numéro des Activistes, et en attendant, Allez le hack et allez le hack. Merci.